Alors avant de commencer, bien sûr, je vais commencer par remercier les organisateurs de ces journées, de ces rencontres, et excuser aussi le professeur Askenazi qui donc était retenu par d'autres obligations à Paris et qui nous a donc chargé, qui nous a donné la mission, donc à moi-même et donc à Andrea Serparouet qui est danse thérapeute et qui a une formation en psychologie, de venir vous faire partager un petit peu ce matin notre expérience finalement sensorielle, en tout cas de l'utilisation de la sensorialité dans la prise en charge de l'anorexie mentale. Mais en même temps, on m'avait précisé que la règle du jeu, c'était quand même que je repasse par une petite base concernant les mécanismes physiologiques du goût et de l'odorat. Alors je vais faire ce que je peux, parce que je ne suis pas neurologue, je ne suis pas neurobiologiste non plus, mais ça m'a quand même intéressé de reprendre ça, des notions que j'ai vues il y a un certain temps déjà. Alors je vous propose, j'espère que je ne vais pas me tromper, voilà c'est ça, de faire un peu une intervention en 4 points. Le premier, donc, ce sont ces fameuses données neuroscientifiques. Ensuite, je vais passer assez rapidement sur goût, odorat dans les maladies neurodégénératives. C'était quand même aussi la question, mais ce n'est pas tout à fait mon domaine. Un troisième chapitre sur la plasticité neuronale, qui me semble quand même être majeur dans ces questions. Et ensuite, je passerai la parole à Andrea pour qu'elle puisse vous faire partager justement notre expérience des ateliers sensoriels, mais surtout de celui qui concerne l'olfaction. La première chose que j'ai commencé par faire, c'est faire des associations. Et qu'est-ce qui me vient quand on parle de goût? Il me vient des images mentales, des représentations, mais aussi des odeurs, des sensations, des souvenirs, des expériences, et bien sûr d'autres notions comme celle de plaisir, on l'a déjà évoqué pour les autres sens, et de la convivialité. C'est un peu lent, donc les souvenirs, hein, ça je pense qu'hier on a fait allusion à la Madeleine de Proust, et la convivialité, et là il y a une petite note aussi culturelle qui intervient en fonction des pays. Je pense que l'importance du sens du goût n'est peut-être pas tout à fait la même. En tout cas, je crois qu'en France, on sait un peu de quoi on parle. Quand on parle de goût, je crois que ça nous évoque à tous beaucoup de choses. Donc chez l'homme, le goût, c'est une perception sensorielle qui est subtile et complexe. Peut-être contrairement à ce que pensait Aristote, si j'ai bien suivi tout à l'heure, c'est peut-être plus complexe que ce qu'il croyait, puisqu'en fait, il va faire intervenir les 5 sens en même temps. On ne peut pas dissocier finalement le goût des autres sens. Alors la vue, je crois que ça... Tous, on pense à quand même en cuisine, en gastronomie, l'importance du dressage et de la présentation, c'est pas pour rien. L'odorat, on va voir combien l'odorat est important dans le goût, combien ils sont liés. Le toucher, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, par la langue, les joues, etc. Et le goût, alors j'ai pas mis l'audition, mais ça intervient aussi quand même parce que, et ça on l'expérimente avec nos patientes anorexiques, il y a effectivement la perception des bruits externes quand on est en train de manger, l'ambiance, si c'est calme, si c'est pas calme, etc. Mais il y a aussi tous les bruits internes qui sont perçus, peut-être auxquels on ne fait pas très attention quand on va bien, mais en tout cas quand on souffre d'anorexie, on est souvent effrayé par ces bruits. Ça peut être les bruits de craquement des dents, ça peut être les bruits des borborygmes, etc. Et ça, c'est très effrayant pour ces adolescentes. Alors, le goût, ça commence quand même au niveau de la langue, où la saveur d'un aliment va naître sur la langue. La salive permet la libération des molécules sapides. Et à ce moment-là, ces molécules viennent se fixer sur les récepteurs chimiques qui se trouvent sur les bourgeons du goût. Je pense que vous les voyez là, c'est peut-être pas... Voilà. Comme on l'a déjà vu pour l'audition, la vue, bien là encore, il va y avoir une transmission d'un message chimique vers un message électrique et neurologique. Donc en fait, il y a peut-être, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, encore que maintenant ça commence à se savoir, il y a 5 saveurs, et peut-être que le monsieur après moi en reparlera aussi, je ne sais pas, 5 saveurs qui permettent la perception d'un continuum gustatif. Alors ces saveurs, le sucré, le salé, l'amer, l'acide, ça sont quand même les 4 premières que tout le monde peut citer, et la dernière qui est l'umami.
hein, qui est une saveur qui a été décrite et qui est bien connue en fait, des pays asiatiques, et qui fait intervenir le glutamate. C'est un petit peu la saveur de la viande. On ne sait pas trop justement, c'est pas vraiment sucré, c'est pas vraiment salé, bon, c'est l'umami. Voilà. Sur la langue, il y a aussi, ça a été redit tout à l'heure autour du toucher, la perception de la chaleur, de la pression, des propriétés tactiles de l'aliment, en fait, au fond, de la texture de l'aliment. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'odorat va jouer un rôle très important dans le goût, puisque vous voyez là, il y a une explication anatomique, c'est qu'il y a une communication ici évidente entre la cavité buccale et les fosses nasales, et qu'en fait, au moment où l'aliment vient dans la bouche, là, et commence à être attaqué par la salive, il y a des molécules volatiles qui viennent ici remonter dans les fosses nasales, et qui viennent stimuler les récepteurs olfactifs. Et en fait, il y a probablement 90% de la perception de l'arôme d'un aliment qui se fait par les récepteurs olfactifs. Donc je crois qu'on ne peut pas trop dissocier goût et olfaction. Et d'ailleurs, vous l'avez tous expérimenté, je pense, la frustration d'être devant une superbe assiette un jour où on est enrhumé. C'est assez terrible. Alors voilà, le message commence au niveau de la langue par la rencontre donc d'un stimulus qui est l'aliment avec des récepteurs. Alors là, bon, je vous en ai mis que 2 parce que c'était pas non plus, c'est pas trop, voilà, mon domaine, pas besoin d'aller plus loin ce matin. Mais en tout cas, il y a une rencontre comme ça de l'aliment avec une protéine. Ce sont des protéines, ces récepteurs, qui se situent dans les membranes des cellules gustatives, et qui vont entraîner une cascade de réactions chimiques qui vont permettre l'ouverture d'un canaux calcique, ici on le voit là, voilà, qui lui-même va entraîner la création d'une différence de potentiel, etc., et transformer le message chimique en message électrique pour aller jusqu'au cerveau. Donc la chaîne sensorielle et l'analyse du message, eh bien, le signal va être transmis dans différentes zones du cerveau. Et notamment, il y a une première étape qui est quand même très importante, qui rejoint ce dont on parle depuis 2 jours. C'est l'étape qui va se situer dans le système limbique et l'hypothalamus. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est par là, avec l'hypothalamus ici. Le thalamus, le système limbique, je vous le rappelle, ça a été dit tout à l'heure aussi, mais participe à l'émergence des émotions et de la mémoire. Et le thalamus, lui, perçoit l'intensité et la nature du message. Ensuite, on a une deuxième étape qui est de passer de cette zone donc, qui est très centrale dans le cerveau en périphérie, enfin jusqu'au cortex, et où là, il y a une reconnaissance en fait de l'odeur elle-même. Du goût, pardon. Mais pour l'odeur, c'est pareil. Alors voilà, le système limbique, donc c'est cette zone voilà, qui comprend notamment l'amygdale et l'hippocampe, avec l'hippocampe qui est quand même impliqué, vous le savez tous, dans la mémoire. L'amygdale, elle étant plus impliquée dans les émotions et notamment l'agressivité et la peur. Alors les mécanismes physiologiques de l'odorat, là, bon, je vais toutes les mettre en même temps. Là aussi, des associations, mais enfin, elles rejoignent celles du goût, finalement. Mais je voulais juste vous rappeler, peut-être, que dès la 5e semaine de l'embryon, donc il fait 4 mm, l'embryon humain, il y a déjà des structures qui sont munies de neurones olfactifs à l'emplacement des futures fosses nasales. Donc, quand on sait ça, quand même, ça commence à questionner. Je trouve que c'est assez impressionnant. Et à 8 semaines, les bulbes olfactifs sont proches de ceux de l'adulte, déjà. Donc, on sait maintenant que le fœtus va être exposé au cours de la grossesse à des arômes, déjà, qui sont présents dans le liquide amniotique, puisque la mère mange, ça passe dans le sang, ça passe dans le placenta, et il y a une diffusion dans le liquide amniotique d'arômes. Donc, il y a une première expérimentation intra-utéro de l'olfaction. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous le savez? Il y a des études qui l'ont prouvé, notamment en présentant à des nouveau-nés, on leur soumet des odeurs de liquide amniotique et systématiquement, le nouveau-né se tourne vers le sien, enfin celui de sa mère. Voilà. Alors, on fait l'hypothèse que, c'est démontré, ce n'est pas une hypothèse, que le fœtus s'en souvient, puisqu'il le reconnaît une fois qu'il est né,
Et ça va continuer et se développer au fur et à mesure, évidemment, de sa croissance et de ses expériences. Et je crois que c'est là qu'on mesure à quel point, ce qui a été déjà dit aussi, on mesure l'importance là des tout premiers liens mère-enfant et comment l'olfaction, bien sûr le toucher en même temps, mais comment l'olfaction joue un rôle aussi important dans le lien mère-enfant. Voilà, qui est majeur pour la suite du développement de l'enfant. Alors, là aussi, un petit peu d'anatomie, avec des images, c'est plus facile. Donc ici, la zone des neurones olfactifs, qui en fait, finalement, est une petite surface. Ça fait 2,5 cm². À l'échelle du corps humain, ce n'est pas très important. Et pourtant, ça joue un rôle quand même primordial. Alors, au sommet de ces fosses nasales, on a environ 50 millions de neurones olfactifs. Et ces neurones, ils ont une particularité, enfin ils en ont plusieurs, mais enfin, les neurologues pourront corriger, parce que sûrement que ce n'est pas assez précis ce que je dis, mais ça ne fait rien. Ils ont une particularité. Alors déjà, la première, je trouve que celle qui est frappante, c'est de voir qu'ils sont là, ici, là, c'est un os, là, c'est la base du crâne, et hop, ils rentrent directement dans le cerveau. Donc finalement, là, le trajet est très court. Donc on voit comment le message va passer quand même très très vite. Ensuite, ils ont une autre particularité, c'est qu'ils n'ont qu'un bras. Et au bout de ce bras, il y a des cils, ici. Et ces cils, là aussi, je crois que c'est bien la seule partie du corps humain où les neurones sont directement en contact avec l'air. Enfin, ils sont dans le mucus, quoi. Hein, mais comment? Vous confirmez? Je ne dis pas de bêtises. Voilà, il n'y a pas d'interneurone, tout à fait. Il y a un contact direct. Bon, là aussi, le message va être quand même très rapide. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je vais aller un peu vite, des récepteurs dans les membranes, toujours un message chimique qui se transforme en message électrique. Mais je voulais quand même m'amuser de vous citer quand même 2 chercheurs américains qui sont, alors c'est Linda Buck et Richard Axel, parce que ces 2 chercheurs américains ont quand même eu le prix Nobel de médecine en 2004 pour leurs travaux sur les récepteurs olfactifs. Ils menaient ça depuis les années 90, donc en même temps, ce n'est pas si vieux que ça, je trouve, mais ils ont démontré, entre autres, que donc, chaque neurone olfactif a un seul type de récepteur, que chaque récepteur répond à plusieurs molécules, et que chaque molécule est reconnue par plusieurs récepteurs. Donc en fait, ça fait plusieurs interconnexions qui permettent finalement, on perçoit déjà, enfin il y a déjà plusieurs interconnexions au moment du contact, et ensuite vous voyez qu'il y a le message part dans le bulbe olfactif, et là ça part dans plein de zones du cerveau, tout interconnecté. On retrouve ici l'hippocampe, donc la mémoire, et c'est ce qui nous permet de comprendre probablement pourquoi on peut percevoir des milliers d'odeurs, des milliers de nuances, alors qu'au fond on n'a pas beaucoup de récepteurs, pas tant que ça par rapport peut-être à d'autres sens. Alors le système limbique, je ne peux pas m'empêcher de vous la remettre, parce que quand même là, puisqu'on parle de l'olfaction, ce qu'il faut voir, et ce qui est frappant, c'est de voir que les neurones de l'olfaction, là, qui arrivent ici, eh ben, ils sont tout de suite ici, au contact de l'amygdale et de l'hippocampe. Alors l'amygdale, c'est la peur et l'agressivité, donc ça, je pense que c'est finalement une, comment dirais-je, une qualité je ne trouve pas mes mots, mais de protection de l'espèce, un peu. Hein, si on perçoit une mauvaise odeur, il faut s'en méfier. Et l'hippocampe, la mémoire, et là tout de suite on comprend ce qu'on a tous déjà expérimenté, c'est combien une odeur peut faire remonter des souvenirs auxquels on ne s'attend pas forcément et qui viennent malgré nous. J'oubliais, point très important, j'oubliais aussi l'histoire de la valeur hédonique, hein, qui est aussi liée à ces contacts si directs avec cette zone, hein, le plaisir. Alors, goût, odorat, maladie neurodégénérative, là je ne me sens pas tout à fait à ma place en tant que pédopsie, mais ça ne fait rien. Ça m'a donné l'occasion de relire là-dessus et de constater qu'en fait, quand même, dans de nombreuses pathologies neurologiques, il y a des troubles olfactifs. Notamment, c'est démontré quand même clairement dans la maladie de Parkinson, que ces troubles sont présents dès les premiers stades de la maladie. Dans la maladie d'Alzheimer, ces troubles sont aussi fréquents, probablement 85 à 90% des sujets atteints présentent ces troubles olfactifs, qui sont probablement très précoces et qu'ils s'aggravent lors de la progression de la maladie.
La difficulté, c'est que ce sont des troubles que les sujets ne rapportent pas. En tout cas, je pense que si on ne les questionne pas, si on ne va pas chercher dans ce champ-là, ils n'en parlent pas spontanément. En revanche, j'ai trouvé des travaux qui montrent quand même qu'il y a une certaine conservation du jugement d'intensité, du jugement d'hédonicité, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour le toucher, ce qu'on disait tout à l'heure, il me semble, mais, et la notion de comestibilité des odeurs aussi qui est préservée peut-être le plus longtemps possible dans cette pathologie. Au niveau histologique, là aussi, on va retrouver, ça rejoint ce qui était dit hier sur la vision, l'œil, les lésions classiques de la maladie d'Alzheimer, mais au niveau des structures olfactives, à la fois périphériques et centrales. Et que, ça, je ne sais pas si c'est toujours tout à fait d'actualité, mais enfin, apparemment, l'absence complète de troubles olfactifs, c'est un sujet suspect de maladie d'Alzheimer, plaiderait peut-être pour d'autres diagnostics. Alors, j'avais lu que c'était peut-être plus en faveur de la dépression, mais il vient de sortir une étude qui démontre que là aussi, dépression et olfaction marchent bien ensemble, si je puis dire, enfin, en tout cas, que l'olfaction est diminuée dans la dépression. Donc, je ne sais pas si c'est toujours ça, c'est d'actualité. Alors, la question de la plasticité neuronale, ça, c'est vraiment une partie de l'exposé qui me semble vraiment passionnante. Et là aussi, probablement que vous en savez plus que moi, mais enfin, on s'en sert là, nous aussi, en pédopsychiatrie, puisque maintenant, quand même, les choses sont connues, assez connues à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'évidemment, le cerveau humain n'est pas terminé à la naissance et continue à se développer, à créer de nombreuses interconnexions, qui sont donc liées à l'apprentissage notamment, et qu'il y a des étapes de la vie où c'est plus important, mais des études finalement de ces dernières années ont démontré que cette plasticité neuronale, qui est donc la capacité de la réorganisation cérébrale, peut fonctionner à tout âge de la vie. Alors, on sait que c'est quand même particulièrement important à l'adolescence. Il y a des énormes remaniements cérébraux et de nouvelles connexions synaptiques à l'adolescence. Alors, ces phénomènes-là de plasticité, ils sont observés aussi, notamment, enfin, comme dans l'ensemble du cerveau, mais particulièrement dans les zones corticales auditives, visuelles et olfactives. Et je voulais vous faire part quand même de deux études parce qu'elles sont assez récentes et la première vraiment correspond à notre sujet de ce matin. C'est une étude française qui a été faite par l'équipe de Royer et Pleilly. Royer qui est un chercheur du CNRS de Lyon qui travaille, son laboratoire ne travaille que sur l'olfaction. Et ils ont eu une idée qui paraît simple, mais qui finalement est, je trouve, géniale. Ils ont pris, il s'est amusé à prendre des étudiants parfumeurs à l'école de Versailles. Et donc, il a pris un petit groupe. Il a pris un groupe de parfumeurs expérimentés. Peut-être que le monsieur qui est dans la salle a participé à l'étude, je ne sais pas. Et ils les ont mis en IRM fonctionnel. Alors, ils ont fait rentrer dans le... Je vais vous montrer. Voilà, dans le tube d'IRM. Ils leur ont fait sentir des odeurs et ils sont amusés à regarder finalement qu'est-ce qui s'allume dans le cerveau d'un jeune étudiant et puis d'un... Vous avez participé peut-être? Non, et alors, qu'est-ce qui a été constaté? Peut-être que ça vous paraît évident, mais je ne suis pas sûre que c'est... Enfin, il fallait le démontrer, je pense. C'est qu'il y a de nouvelles zones, des zones plus importantes qui s'allument chez les parfumeurs expérimentés. Et donc, l'idée est de dire que c'est vraiment lié à l'apprentissage et à l'entraînement qu'on développe des connexions, qu'on active des nouvelles parties de son cerveau, et ce n'est pas quelque chose d'inné. Voilà. Une autre étude qui est aussi assez récente, puisqu'elle date de 2011, c'est une étude canadienne, peut-être que ça, en tant que neurologue, je pense que elle est plus connue de vous, mais c'est une étude de Belleville qui, en fait, a cherché à... Elle a pris, donc, si j'ai bien compris, deux groupes de patients, mais des patients, en fait, des gens qui présentent des troubles cognitifs légers, qui seraient peut-être les prémices de l'Alzheimer, ou en tout cas sont des sujets beaucoup plus à risque d'évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Et elle a pris des sujets sains. Et pareil, ils ont passé une IRM fonctionnelle initiale pour bien démontrer qu'il y avait des zones du cerveau qui fonctionnaient moins bien chez les gens qui avaient des troubles cognitifs légers. Et puis, elle les a soumis à un programme de stimulation, et notamment d'apprentissage de stratégie. Et ils ont repassé l'IRM. Et là, qu'est-ce qui est constaté? Il est constaté, je suis étonnée, je ne sais plus. Attendez, non,
c'est bien là. Il est constaté que chez les sujets qui sont atteints de troubles cognitifs légers, la stimulation comme ça par ce programme va permettre en IRM une amélioration quand même des zones qui initialement marchaient moins bien, mais va aussi montrer que d'autres zones autour de cette zone s'allument, enfin ont l'air de fonctionner et finalement probablement prennent le relais de cette première zone altérée. Donc il me semble que c'est bien une preuve directe de la plasticité neuronale. Alors un mot rapide sur les relations mémoire et perception, parce que ça ferait presque l'objet d'une journée entière, il me semble, tellement c'est complexe, mais en tout cas c'est plutôt des questions. Est-ce que finalement on peut dissocier mémoire et perception? Est-ce qu'elles sont nécessairement imbriquées? La perception peut-elle être indépendante de la mémoire, ou bien est-elle une interprétation des sensations basées sur l'expérience passée et ce qu'il en reste en mémoire? Alors voilà, maintenant je vais passer la parole à Andrea pour vous parler de notre expérience dans l'anorexie mentale, mais peut-être que juste avant de lui passer la parole, je voulais vous préciser un petit peu sous quel angle on travaille. En fait, donc, on est un service de pédopsychiatrie avec deux unités d'hospitalisation pour adolescents, dont une que nous avons spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Et donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que ce service travaille sur ces questions, et c'est vraiment à partir de nos observations cliniques que petit à petit, nous avons développé une hypothèse. Et là, vous allez voir peut-être les liens avec les maladies neurodégénératives, c'est que pour nous, ça serait une hypothèse neurodéveloppementale. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse qu'il y aurait une dysrégulation des voies de l'information sensorielle et donc une distorsion des perceptions sensorielles dans l'anorexie mentale. Alors, je vais vous donner des exemples d'où c'est parti, parce que bon, les psychiatres sont connus pour faire des tas de réunions dont ils sortent des idées géniales. Mais là, en tout cas, on s'amuse bien, c'est ça qui a souligné. C'est quand même rare d'arriver à s'amuser en prenant en charge des anorexiques. Les premières réflexions, voilà ce qu'on avait observé. On avait observé, par exemple, les infirmières nous décrivaient que quand les plateaux repas arrivent, on travaille avec des plateaux repas, il y a une cloche, on soulève la cloche, et alors là, les patientes avaient des visages de dégoût. Alors, nous, on se disait, c'est normal, c'est la vue, ça les dégoûte, ça leur donne pas envie. Bon. Et puis, les infirmières nous décrivaient vraiment que c'était vraiment au moment où on levait la cloche. Et là, on s'est dit, mais c'est pas la vue, peut-être c'est la vue. Bon, d'accord, l'assiette de l'hôpital, elle est mal présentée, mais enfin, voilà, au self, on a les mêmes et on les mange quand même. Donc là, on a beaucoup plus pensé que c'était l'olfaction, là, qu'au moment où on lève la cloche, paf, toutes les odeurs viennent. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, mais chez elles, ça déclenche du dégoût. Ensuite, on avait d'autres exemples. Ça c'est beaucoup plus classique, on sait que dans l'anorexie, il y a un trouble de la perception visuelle de l'image du corps. Mais ce qui est troublant, alors ça pourrait presque correspondre à ce qui était décrit hier, il me semble, dans le glaucome, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion de la perception du corps, mais ce qui est troublant, c'est que ce n'est que sur elle qu'il y a cette déformation. Ce n'est pas quelque chose qui est perçu chez les autres. Au contraire, elle voit très bien que les autres sont maigres. Mais chez elle-même, elle ne se voit pas forcément grosse, elle se voit maigre, mais si vous allez un peu plus loin dans le questionnement, mais docteur, j'ai des cuisses énormes, mais docteur, j'ai un gros ventre. Hein, voilà, je suis maigre, mais bon. Donc là aussi, on se dit, tiens, trouble de la perception, comme ça, visuelle. Autre exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont très effrayées de leur bruit interne, mais ça aussi, quand on ne le sait pas, on ne va pas questionner là-dessus et c'est difficile de le mettre en évidence, mais quand on les observe dans le service, elles peuvent en parler. Une autre nous avait dit, ça m'avait frappé, que lorsqu'elles se passaient à lait corporel, puisque donc elles sont très déshydratées, très dénutries, donc il y a des soins qui rejoignent la question du toucher de tout à l'heure avec des laits corporels, alors elle était extrêmement effrayée, elle ne supportait plus l'idée qu'on lui mette du lait corporel, parce que pour elle, le lait, c'était une crème grasse, et que le gras allait pénétrer par la peau, et qu'elle allait grossir. Voilà, donc là aussi, une espèce de distorsion de la sensation de toucher, qu'elle associait au fait de grossir. Donc à partir de là, on a développé un dispositif de soins, constitué, alors on a la partie hospitalisation, mais heureusement on a beaucoup d'adolescentes qui sont suivies en ambulatoire et n'ont pas forcément besoin d'hospitalisation. Et on a développé une palette d'ateliers sensoriels, notamment un atelier d'éveil corporel qui rejoint toutes ces questions du toucher de tout à l'heure et qui est mené là par notre danse thérapeute, elle pourra peut-être vous en parler un peu plus, un atelier olfactif, un atelier son et voix,
et puis un groupe de parole qui permet à ces adolescentes d'essayer de mettre en mots ce qu'elles ont vécu dans les ateliers. Voilà, donc je te passe le micro, Andrea. Merci, bonjour. Donc, je voudrais commencer peut-être par parler un peu des différents ateliers. Je vous remercie parce que vous avez tout à fait illustré l'atelier éveil qu'on fait avec les patientes. Donc, l'atelier éveil corporel, quand les patientes sont hospitalisées dans un premier temps, et c'est là où on met les patientes allongées par terre, individuelles, dans un suivi sensoriel individuel, puis dans un deuxième temps seulement, donc on passe au mouvement dans l'espace, et c'est là où on appelle atelier mouvement. Donc ce que vous avez décrit par rapport au toucher des objets, pour pouvoir trouver les premières sensations corporelles, qu'elles disent avoir perdu ces sensations corporelles, on travaille dans un premier temps d'hospitalisation. Une fois qu'elles sortent, à ce moment-là, on travaille déjà à l'atelier mouvement, à ce moment-là, on peut déjà travailler au niveau relationnel, donc les travailler en groupe, les mettre en groupe, debout, en mouvement dans l'espace. Puis nous avons aussi l'atelier son et voix, qui est fait avec une écoute musicale, et aussi faire chanter les patients. Puis nous avons le groupe de parole et l'atelier olfactif. Voilà, donc les objectifs des ateliers, c'est de lever les refus alimentaires, assouplir la maîtrise des relations, retrouver des relations à soi et à l'autre, retrouver ou découvrir les plaisirs psychiques et corporels liés aux stimuli sensoriels. Dans le cadre, par exemple, des ateliers olfaction et corporel, on essaye d'abord de... On ne parle même pas de cette notion de plaisir parce que c'est trop difficile pour elle. On commence tout simplement avec une notion de retrouver des sensations olfactives, retrouver des sensations corporelles qui ont été perdues ou n'ont jamais été connues d'elles-mêmes. Parce que souvent, elles disent « je ne connais pas cette sensation ». Quand Emmanuel parlait des bruits du corps, donc dans le cadre d'ateliers corporels, par exemple, c'est les bruits justement des craquements des articulations, ça leur est insupportable. Ou tous les bruits digestifs, après, quand on va faire un atelier, tous les bruits digestifs, elles ne savent même pas d'où ça vient, ce qui c'est, elles ont une méconnaissance aussi du corps interne. Donc, je vais vous raconter un peu comment on est arrivé à cet atelier olfaction, parce qu'au départ, ce n'était pas ça ce que nous avons fait. On a commencé cet atelier depuis 2008, mais notre but de départ, c'était en tout cas de réappropriation des sens, en passant par l'écoute associative, en faisant émerger leur réviviscence. Donc le départ, c'était ça. Mais nous avons commencé avec les goûts et l'olfaction en même temps. On avait l'idée de les faire goûter, de les faire sentir tout en même temps. Néanmoins, on s'est rendu compte que les goûts, c'était très difficile et que les patientes ne touchaient pas. C'était une grande difficulté pour elles de goûter les aliments. Donc, on proposait de goûter des légumes, des fruits qu'on coupait. Donc, il y avait toute une préparation que la cuisine de la Fondation Lanval nous aidait à ce moment-là. Et fruits, légumes, les herbes aromatiques, les épices, on a essayé de les faire sentir les herbes aromatiques. Mais on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile. Parce que extrêmement difficile, on sentait qu'elle touchait à peine les aliments. Donc, on appelait l'atelier autrement, on l'appelait sensorialité, qui d'ailleurs, ce mot sensorialité a été proposé par une de nos patientes, parce qu'elle disait justement, goûter, c'est difficile, mais elles peuvent toucher autrement. C'est comme ça, on peut toucher autrement et le toucher directement. Donc, on appelait atelier sensorialité, où on proposait qu'elles touchent et qu'elles sentent les aliments. On s'est rendu compte aussi que pour la grande majorité d'entre elles, faire les deux choses était difficile. Donc, c'était soit toucher l'aliment ou ne pas sentir, ou soit sentir l'aliment sans le toucher en mettant les mains derrière le dos et en se baissant à table pour pouvoir sentir ce qu'on leur proposait. Et depuis 3 ans, en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était mieux de garder, de privilégier un seul sens. Donc, on a décidé de garder les sens olfactifs, qui, en fin de compte, c'était le moins angoissant pour elle. Parce que, comme elle fermait les yeux, voilà, pourquoi on est arrivé aussi au sens olfactif? Parce qu'au moment de toucher les aliments, pour pouvoir le sentir, elle fermait les yeux.
Donc, petit à petit, on a évolué. On a commencé à proposer des bougies odorantes, des parfums d'ambiance, avec différents types d'odeurs alimentaires, boisées et fleuries. Et même avec les odeurs alimentaires, à ces moments-là, pour la première fois, on a commencé à voir vraiment l'émergence des souvenirs, des émotions, ce qui les faisait penser, surtout au moment de leur petite enfance. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de garder un seul sens, les sens olfactifs. Nous avons commencé donc à appeler atelier olfaction. Nous avons fait donc un partenariat avec MAN, je crois qu'elle est un représentant de MAN aujourd'hui, de MAN et Gallimard, qui nous donne en fait les essences avec qui on travaille depuis 3 ans. Voilà. Donc notre atelier olfaction a un rythme hebdomadaire. Il est fait avec un groupe, un effectif de limité seulement à 6 ou 7 patients maximum. Il est fait par 2 thérapeutes. Il a une supervision mensuelle faite par Dr Dorne Donzel. Donc il comporte 2 sections. La première section, donc, c'est la perception olfactive. Et c'est à ce moment-là, on présente une feuille blanche pour les patientes, avec des crayons, couleurs, des pastels, où elles sont libres de pouvoir dessiner, écrire ce qu'elles souhaitent lors de la passation des mouillettes. En fait, on va présenter 3 odeurs, fleuries, boisées et alimentaires chaque fois. Pour chaque passation, on a 33 tours autour de la table. On demande aux patientes de ne pas verbaliser, de tout simplement écrire ou dessiner. Parfois, quand la parole est difficile, les dessins et l'écriture, ça lui permet de pouvoir évoquer leurs souvenirs. Donc, à la deuxième partie, au moment de l'identification de l'odeur et de l'évocation, c'est à ces moments-là qu'on essaye de susciter la parole, susciter leur verbalisation quand elle est possible, et de parler de leurs souvenirs. C'est à ce moment-là qu'on demande si on donne des valeurs odoniques, si l'odeur elle était agréable ou désagréable, à quel moment elles ont senti, ce qu'elles ont ressenti à ce moment-là, quel type d'émotion elles peuvent avoir. On distingue aussi des souvenirs qui peuvent apparaître, parce que parfois une odeur peut être agréable, mais les souvenirs désagréables, ou à l'inverse aussi, ou les deux être agréables ou les deux désagréables. Et on parle justement de toutes leurs... on profite pour parler de leurs souvenirs. Qu'est-ce qu'elles ressentent? Et c'est là que notre travail, en fait, relationnel commence aussi. Donc, voilà. Pour illustrer un peu ce qu'on vient de dire, j'aimerais bien parler d'une patiente que j'appellerais Camélia. Donc Camélia, qui avait une anorexie évoluant depuis 6 mois, elle avait 14 ans quand elle a été présentée dans les services, donc une anorexie mentale classique. Lors du premier rendez-vous avec le pédopsychiatre, elle s'est montrée très défensive, présentant un déni majeur de tout son trouble. Il y a aussi dans l'incapacité à faire des liens. Elle refuse, face à son refus d'hospitalisation, ça lui a été proposé une hospitalisation, mais elle a refusé. Donc, on lui a proposé un suivi ambulatoire rapproché et des ateliers sensoriels du mercredi après-midi. Camélia, dès le départ, dès les premiers ateliers, elle alterne entre rien sentir ou sentir très fort. Donc, première passation, deuxième passation, elle ne sentait rien, et tout à coup, quand ça venait l'odeur, ça lui venait de manière tellement forte que ça lui était insupportable, ou dégoûtant, ou en tout cas très difficile, où elle a éloigné la mouillette en question. Donc, la description de sa perception odorante, en fin de compte, n'évoque pas la représentation commune de l'odeur. Donc, on pouvait présenter parfois une odeur fleurie, et elle a parlé de quelque chose de tout à fait différent, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on vient de présenter. On présentait quelque chose qui ça pouvait représenter, par exemple, l'orange qui était acide. Elle a parlé d'une chose différente. Je me rappelle très bien quand elle a parlé quand on a présenté l'odeur de la vanille. En plus, c'était de la vanille lactée, où souvent ça évoque l'odeur de yaourt à la vanille. Elle nous parlait de l'olive, de l'huile d'olive et tout ce que les gras de l'huile d'olive pouvaient évoquer. Et ça pouvait ressentir, elle parlait des plats de l'huile d'olive. Donc il y avait une sorte de discordance entre ce qu'on présentait et son ressenti. Elle écrit très peu et ne dessine guère. Aucun souvenir ou émotion peut être évoqué à ce moment-là.
Un mois après le début des ateliers, elle est vue en consultation par un pédopsychiatre et Camélia continue à maigrir. Donc une hospitalisation à ce moment-là lui est proposée et elle accepte facilement cette hospitalisation. Et pendant tout le long de son hospitalisation, donc de 5 mois, et 5 mois dans les services, puis après sa sortie, 9 mois après, elle a fréquenté l'atelier olfaction. Donc lors de la première séance de l'atelier olfaction, au moment de l'hospitalisation, Camélia nous fait un dessin surprenant pour quelqu'un qui n'écrivait pas, qui ne dessinait pas aucune représentation et qui ne parlait presque pas, elle nous fait ce dessin-là. Voilà. Donc avec des représentants, sans pouvoir parler, tout en n'est pas parlant, en n'étant pas capable de parler de ce qu'elle a ressenti, elle nous fait ce dessin. On avait fait des herbes, effectivement, elle n'était pas capable de parler de ce qu'elle a senti, mais elle dessine les herbes. On avait fait la cannelle aussi, sans pouvoir dire de la cannelle, elle dessine des bâtons, donc sans pouvoir parler. Donc, à partir de cette séance-là, en fin de compte, Camélia a changé complètement. Nous avons assisté à une transformation de Camélia dans les services et on a pu observer à travers cet atelier-là. Donc, ces dessins, pour nous, représentent, je dis les mots, une sorte aussi d'éclosion psychique pour nous. On a vu une éclosion psychique qui s'est déroulée tout le long des autres ateliers. Parce qu'à partir de cette séance-là, ces dessins deviendront de plus en plus colorés. Ces écrits, sa parole, ces dessins s'harmonisent. Il n'y a plus cette discordance entre sensation, écrire et dessin. Petit à petit, ces 3 facteurs s'harmonisent. Elle évoque à plusieurs fois la culture alimentaire de son pays, qui est les États-Unis. Elle nous parle de souvenirs de ses vacances, quand elle vivait aux États-Unis, de ses vacances en France, quand on lui a donné en fait de la lavande, évidemment, de la lavande, qu'elle parle du jardin de sa grand-mère en France, qui était en Provence. Et quand elle se baladait dans le jardin de sa grand-mère, tout ce qu'elle évoquait, à ce moment-là, on peut parler des relations qu'elle avait avec cette grand-mère et avec son père. Et elle nous parlait beaucoup aussi de ses rêves. Elle a pu se permettre de parler de ses rêves, de ses origines japonaises, de ses vacances en Hawaï, parce qu'elle était californienne, mais elle avait aussi des vacances à Hawaï, parce qu'elle avait aussi de ses origines à Hawaï. Et elle nous parlait beaucoup du manque de son pays, tout ce qui lui manquait. À travers les odeurs, on a une odeur qui nous parle des viandes. Elle nous parle des hamburgers, que les hamburgers en France ne sont pas comme les odeurs des hamburgers des États-Unis. Elle a pu parler de tout ce qui lui donnait envie, tout ce qui lui manquait. Elle parle de sa mère, de sa tante, qui sont très importantes, très présentes dans sa vie, qui l'ont accompagnée ici en France, et tout ce qu'elle faisait à manger et comment c'était le repas en famille. En fait, cette expérience particulière autour des odeurs, tout en étant apaisante et rassurante, elle a eu une évolution très positive pour Camélia. Elle n'a pas eu de rechute, pas d'une réhospitalisation. Elle n'a pas compliqué son anorexie par un syndrome boulimique. Et elle a eu une stabilisation sur le plan pondéral en quelques semaines après sa sortie. Donc, la téléolfaction, elle permet à notre équipe d'observer et d'accompagner les patients dans leur processus thérapeutique. En fait, de la non-représentation des odeurs à une harmonisation en fait, des 3 facteurs écrits, verbal, oral, dessiné. Et sans parler, mais surtout de la mise en lien des odeurs aux traces mnésiques et aux émotions. On a quasi fini. La dernière, quand même en guise de conclusion, ce type de soin est une grande avancée pour nous puisque ça a permis très objectivement de diminuer les temps moyens d'hospitalisation des adolescentes,
d'améliorer la reprise de poids, qui est quand même le nerf de la guerre, si je puis dire, à ce moment-là, et surtout, d'améliorer très clairement le lien thérapeutique de ces adolescentes, de leur famille, avec nos équipes. Et je trouve que le cas que tu as présenté l'illustre bien, c'est-à-dire que le premier contact, ça a été un refus de l'hospitalisation. Après un mois de relations établies avec une équipe que les adolescentes retrouvent pendant l'hospitalisation, ça on ne vous l'a peut-être pas précisé, à ce moment-là, ça permet d'être rassuré, d'être dans une confiance qui est quand même un gain très important pour la qualité des soins. Deuxième conclusion, il me semble que ça paraît, je sais pas, c'est évident, l'intérêt de la stimulation sensorielle dans les maladies neurodégénératives, peut-être comme dans l'anorexie, peut-être comme dans cette hypothèse de maladie neurodéveloppementale, on a le sentiment qu'il y a des choses qui se ressemblent, probablement pour freiner l'évolution de la maladie, pour engendrer du plaisir et de la détente, et pour rétablir un lien avec l'entourage par le biais des émotions qui sont elles-mêmes induites par les stimulations sensorielles, notamment olfactives et gustatives.